Et ce matin, direction les États-Unis. On en parlait déjà au début de la semaine, les récents événements à l'université de Columbia. Lundi, un professeur israélien a été bloqué à l'entrée du principal campus de l'université à New York, alors que les manifestations anti-israéliennes se multiplient, continuent à secouer le campus. Un événement qui n'est pas isolé depuis le 7 octobre dans les universités où règnent les rassemblements antisémites et les apologies au terrorisme. Le 7 octobre s'apprête à être tous les jours. On soutient le combat du Hamas. Donnez-leur l'enfer, brûlez Tel Aviv jusqu'au sol. Ce sont les slogans que l'on a pu entendre effectivement la semaine dernière à Columbia. Et pour en parler, nous sommes avec le journaliste David Benaïm, spécialiste des États-Unis. Il y a été correspondant pendant plus de 20 ans et il est actuellement correspondant en Israël pour LCI. Bonjour David. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, vous avez brièvement entendu lundi déjà à propos de ce qui se passe actuellement au cœur de Manhattan. Lundi, donc, Shai Davidai, un professeur israélien, a apparemment été interdit d'accès. Il y a un siège, il faut le dire, depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Que demandent les manifestants ? Quels sont les derniers événements ? Alors, le siège dure maintenant depuis plus d'une semaine. Il y a eu une tentative de la part de la police de New York de déloger les manifestants, mais ils ont quasiment instantanément replanté leurs tentes et leur zone dite de libération qu'ils ont renommée Université du Peuple, Université de la Palestine. Et en effet, avant-hier, le premier jour de Pessah, le professeur Shai Davidai, qui est juif israélien, s'est retrouvé malgré lui être la seule voix du corps professoral de Columbia à défendre les étudiants juifs. Il a été révoqué de ses droits de circuler librement sur le campus. Son pass a été désactivé, situation totalement contradictoire. Il a interdiction de se rendre sur l'immense esplanade du campus où des centaines et des centaines d'étudiants se retrouvent et dorment sur place en chantant des slogans qui appellent à la destruction d'Israël, soutiennent ouvertement le Hamas. Un siège organisé par une association étudiante, SJP, Student Justice for Palestine. Il faut bien suivre ce nom, il faut bien aller voir sur ce qui passe sur les réseaux. Ils ont été maintes fois interdits par l'administration avec des professeurs pro-palestiniens qui soutiennent les actions du Hamas ouvertement depuis 7 octobre et qui, eux, circulent encore librement sur le campus. Alors David, justement, on parle effectivement de ces slogans antisémites. Il y a de l'antisémitisme. En fait, ce sont des manifestations qui ont dégénéré. À l'origine, en fait, les manifestants demandaient la fin des investissements pour Israël. En fait, c'est ça. À l'origine, en effet, ils ont demandé la fin de tous les investissements et de toutes les relations entre les différents campus, par exemple les programmes croisés entre Columbia University et Tel Aviv University, l'interdiction de faire du commerce avec Microsoft qui a des bureaux en Israël. Donc leur objectif, c'est vraiment d'empêcher tout commerce et tout échange avec tout ce qui pourrait avoir avec Israël de près ou de loin. Mais quand on regarde vraiment, comme je vous disais, Student Justice for Palestine, et qu'on va directement à leur poste du 7, 8, 9, 10 octobre, on voit déjà que leur rhétorique n'est pas du tout sur le désinvestissement des campus, mais sur déjà de dénoncer Israël comme étant un État génocidaire, d'avoir pas du tout d'empathie à l'égard de ce qui s'est passé le 7 octobre, et une volonté de transmettre une information qui est de prendre tous les étudiants dans leur escarcelle et de fédérer autour d'eux les LGBT, les Noirs américains, les natifs américains, toutes les minorités qui n'auraient pas été entendues, et de les réunir derrière eux. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à permettre en 2 minutes de déclencher toutes ces manifestations qui ont lieu en ce moment sur les campus. Alors, on évoquait ce professeur israélien qui a été, son badge a été désactivé, vous en parliez. Le rabbin de Columbia a exhorté aussi la semaine dernière les étudiants juifs à quitter le campus jusqu'à ce que le calme revienne. On dit désormais qu'à Columbia, il n'y a plus d'étudiants juifs. Alors, quel est le moral des étudiants juifs ? Comment ça se passe pour eux ? C'est pas facile. Je parle avec beaucoup d'entre eux. Ils décrivent une situation vraiment insupportable. Ils se font agresser verbalement, physiquement. Ils se font cracher dessus. Ils sont empêchés de circuler, je vous le disais, librement sur le campus à tel point que l'administration oblige tous les cours à être suivis en Zoom jusqu'à la fin de cette année universitaire. Vous imaginez des étudiants qui payent des dizaines de milliers de dollars pour s'enrichir intellectuellement et qui au final se retrouvent à prendre des cours par ordinateur alors que la majorité du corps enseignant se tient aux côtés des étudiants pro-palestiniens et leur prodigue des cours sur cette fameuse esplanade. Les Juifs, eux, sont interdits d'y accéder. Un des étudiants me disait hier que sa grand-mère, en 1940, avait été interdite d'aller à l'école. Elle n'y a plus jamais remis les pieds. Il n'en revient pas de se retrouver dans une telle situation en 2024 et que l'histoire puisse à ce point
potentiellement se répéter. C'est vous dire à quel point il y a un sentiment d'insécurité en ce moment. Mais alors justement, ça c'est aussi incroyable. Vous dites les professeurs sont en soutien aux étudiants pro-palestiniens. Il y a quelques semaines, des directrices d'université avaient démissionné après des accusations de laisser-aller d'antisémitisme dans les campus. Tous les professeurs sont du côté des Palestiniens. Comment ça se passe aussi pour le dirigeant de Columbia, le président de l'université? La présidente de l'Université de Columbia, pour l'instant, elle est un petit peu en porte-à-faux. Je vous rappelle qu'elle a témoigné au Congrès quasiment coordonné en synchro avec l'installation de cette tente sur Columbia University. L'immense majorité du corps professionnel et de l'administration est avec les étudiants pro-Hamas. C'est bien toute la racine du problème. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais c'est bien d'une gangrène méthodique depuis des années, depuis des décennies même, des universités avec des profs, des programmes qui prônent l'anticolonialisme, qui fédèrent, je vous le disais, autour d'eux un antisionisme et de la cause palestinienne, toutes les minorités qui ont du mal à se faire entendre. Un petit exemple qui est quand même assez grave. Columbia a embauché fin 2023, après le 7 octobre, le professeur Mohamed Abdou, un anarchiste égyptien qui a exprimé dès le 7 octobre et continue d'assumer « Oui, je suis avec le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique ». Il a depuis été licencié d'après la présidente Shafik. Il continue pourtant de circuler librement sur le campus de Columbia, alors que Shahid Aviday, vous en parliez, le professeur israélien, lui est interdit de rentrer sur le campus. Donc il y a une vraie problématique. Je vous rappelle quand même que c'est pas uniquement des slogans pro-palestiniens qu'on entend, ce sont des slogans, vous l'avez dit en introduction, pro-Hamas, brûlez Tel Aviv, Hamas nous t'aimons, et qui appellent à se souvenir que le 7 octobre se reproduira pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais 10 000 fois. Alors, des réactions jusqu'au sommet de l'État et à l'étranger en Israël, il y a eu beaucoup de réactions. On l'apprenait notamment hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a déclaré que les mouvements anti-israéliens sur les campus américains rappelaient ce qui s'était passé dans les années 30. On avait aussi entendu un petit peu plus tôt la semaine dernière le président israélien Yitzhak Herzog. Comment ça se passe aux États-Unis? On sait que les membres juifs du Congrès ont demandé de protéger les étudiants juifs. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions du gouvernement américain? Alors, il n'y a pas de consensus du tout des politiques américains à condamner cette situation. Hier, les républicains sont plus enclins à le dénoncer. Hier, Mike Jackson, c'est le patron de la droite au Congrès, était sur le campus de Columbia. Il s'est fait accueillir par des cris, des sifflets. Mike, you suck. Mike, tu es nul. C'est le camp démocrate qu'il faut vraiment observer avec attention. Joe Biden a bien affirmé que l'antisémitisme n'avait pas sa place sur les campus, mais il fait un en même temps en disant il ne faut pas oublier la cause palestinienne. Il sera aujourd'hui à New York. Il n'a pas du tout l'intention de se rendre sur place pour tenter de voir la situation par lui-même. De l'autre côté, l'aile la plus extrême gauche du parti, parfois ouvertement antisioniste, comme Alessandra Ocasio-Cortez, qui est une élue de New York, prévient et anticipe déjà que déloger les étudiants qui, je cite, manifestent calmement alors qu'on sait qu'ils manifestent avec violence, posera un véritable problème. Alessandra Ocasio-Cortez était hier soir dans les late shows américains. Et donc, c'est elle la voix aujourd'hui du Parti démocrate. Et cette voix n'est absolument pas pour protéger les étudiants juifs américains contre cet antisionisme et cet antisémitisme qui s'occure sur les campus. Alors, on parle de Columbia, mais ce n'est pas un événement isolé, malheureusement. Il y a d'autres universités qui sont impactées aux États-Unis, je crois, par ce climat d'antisémitisme. Et ça touche aussi, vous allez nous le dire, David, le Mexique. Non, c'est pas du tout isolé. Je peux pas vous faire la liste des campus occupés. Ça prendrait beaucoup trop de temps. En effet, le Mexique a été touché sur le modèle américain avec ce plantage de tentes et cette prise d'assaut des campus. Hier soir, sur la pelouse centrale d'Harvard à Boston, probablement la plus prestigieuse de toutes, elle a été assiégée. Il faut voir la manière dont ils opèrent. Je répète que tout cela est très bien ficelé, préparé, organisé, financé. Je continue d'enquêter sur ce qui permet à tous ces étudiants d'avoir des milliers de panneaux imprimés, des drapeaux, des kéfiers, des banderoles, des tentes. Ça coûte de l'argent. Ces étudiants sont pour la plupart boursiers. Ils ne dépensent pas d'argent pour les piquer, pour la propagande pro-Hamas. Les slogans sont tous coordonnés. Les visuels sur les réseaux sont peaufinés. Le discours, dès le 8 octobre, était déjà calibré et les étudiants avaient déjà pris d'assaut le campus le 9 octobre et parlaient déjà de génocide. Donc, encore une fois, penser que tout cela est organique, que ça va passer, c'est pas comprendre l'engrenage dans lequel ces étudiants sont entrés. Aujourd'hui, on parle de plus de 45 campus qui ont été investis avec des tentes. Vous avez parlé un peu plus tôt dans le journal de Sciences Po l'année dernière, ça a été désamorcé assez rapidement, mais ça risque d'arriver très rapidement dans d'autres capitales européennes. Mais alors, comment expliquer justement cette résonance, David? Le fait que voilà, ce phénomène se propage? En fait, je pense tout simplement que ces étudiants-là
ont dépassé le cadre de l'enfermement algorithmique. On n'est plus du tout isolé uniquement sur les réseaux sociaux, on est également isolé dans le cercle d'amis que l'on a. Et sur ces campus américains, ils ont d'ailleurs l'ordre de la part de SGP, dont je parlais un peu plus tôt, de ne pas s'adresser aux étudiants juifs qui pourraient être de la contradiction, de ne pas avoir de discussion ou de débat. On leur donne une propagande, des pamphlets qui sont extrêmement bien ficelés, extrêmement bien fournis, avec une rhétorique qu'ils assimilent et qu'ils prennent pour eux-mêmes, qu'ils arrivent à régurgiter. Ils arrivent à régurgiter ça très rapidement et très facilement parce qu'ils sont très intelligents. C'est pour eux la cause de leur génération, c'est la cause de leur de tous ces étudiants-là, comme leurs parents ou leurs grands-parents défendaient l'anti-Vietnam. On est dans une situation où ils ont vraiment pris corps et âme pour cette cause-là. Ça va être très compliqué, même si on les déloge avec la police, ça va être très compliqué de déloger leurs esprits. Alors pour terminer, pour conclure aussi, David, et vous souhaitiez en parler, ce qui est déroutant, c'est la couverture médiatique aussi qui est faite autour de ces événements à l'université de Columbia. En fait, on parle de manifestations pro-palestiniennes, on ne parle pas du tout de ces slogans antisémites qui sont scandés, de ces slogans pro-Hamas. Ça vous étonne ? Oui, c'est étonnant parce que en général, il y a quand même un esprit assez critique sur la manière de couvrir les actualités aux États-Unis. Là, on est vraiment dans une situation où ils essayent de faire du en même temps. Il n'y a pas du tout de manifestation pro-Israël, ou si peu sur les campus, extrêmement calme. Et pourtant, ils essaient de trouver le seul petit drapeau d'Israël qui pourrait être sur le campus pour faire des parallèles. Les médias américains tombent des nues. Ils sont dépassés par ce qui se passe, ne passent pas du tout des heures auprès de ces jeunes pour entendre leur véritable haine et la violence de leurs propos. Il faut rentrer dans leur cortège, les écouter parler entre eux pour comprendre à quel point c'est profond. Moi, je suis un éternel optimiste d'habitude, mais là, je ne vois pas pour l'instant encore la lumière dans cet orage que traverse l'Amérique. Peut-être qu'en voyant ça, la France et les autres pays vont prendre les devants. Ce qui est certain, c'est que je vous le disais, ça arrive et ça arrive très très vite en France. Et les médias américains, comme les médias français, je trouve, ne prennent pas du tout le sens de la gravité l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Eh bien, merci beaucoup, David Benaïm. Merci pour toutes ces précisions, ces explications ce matin sur Radio J de ce qui se passe aux États-Unis. On vous retrouvera, je l'espère, très bientôt et on suivra attentivement cette situation et ces événements. Merci beaucoup. À bientôt.